Il y a un moment dans la vie où nous regardons autour de nous et réalisons quelque chose de troublant. Nous vivons comme nos parents. Nous ne nous contentons pas de reproduire leurs gestes ou leurs manières, mais nous reproduisons leurs peurs, leurs limites, leurs choix. C'est comme si, après avoir passé des décennies à essayer d'être différents, nous découvrions que nous ne sommes qu'une version légèrement modifiée du même scénario familial. Pour la plupart des gens, cette découverte survient entre 35 et 45 ans, lorsque la jeunesse ne parvient plus à masquer les structures profondes de la personnalité. Soudain, vous vous surprenez à réagir à une situation exactement comme votre père l'aurait fait, ou vous vous surprenez à répéter à vos enfants les mêmes phrases que vous aviez juré de ne jamais prononcer. C'est un réveil brutal qui survient au milieu des responsabilités de l'âge adulte, le travail, la famille, les factures à payer, les parents qui vieillissent. Freud appelait cela la compulsion de répétition, notre tendance inconsciente à reproduire des schémas familiaux, même lorsqu'ils nous font souffrir. Mais il voyait également dans cette prise de conscience une opportunité unique. Car ce n'est que lorsque nous parvenons à voir ces chaînes invisibles que nous pouvons commencer à nous en libérer. La crise de la quarantaine n'est pas une question de vieillissement. Il s'agit de prendre conscience que, jusqu'à présent, vous avez principalement vécu pour répondre à des attentes qui n'étaient même pas les vôtres. Des attentes qui vous ont été inculquées lorsque vous aviez 5, 10, 15 ans et qui, depuis lors, dictent vos décisions les plus importantes. Avec qui vous vous mariez, quelle profession vous choisissez, comment vous élevez vos enfants, voire comment vous vous percevez vous-même. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Cette crise douloureuse est en fait le premier signe que vous êtes prêt pour quelque chose que vous avez évité toute votre vie. Prêt à remettre en question non seulement vos choix, mais aussi les voies intérieures qui ont toujours guidé ces choix. Prêt à découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous retirez les couches de conditionnement familial que vous portez depuis l'enfance. La première fois que vous voyez réellement ces schémas à l'œuvre, c'est toujours un choc. Cela peut être un moment apparemment anodin. Vous vous disputez avec votre conjoint et soudain, vous entendez votre mère parler à travers votre voix, ou vous vous occupez de vos enfants, et vous vous rendez compte que vous reproduisez exactement la même dynamique que celle que vous avez vécue dans votre enfance, même si vous vous étiez promis d'être différent. Cette prise de conscience est rarement douce. Elle survient généralement lors d'un conflit, d'un moment de stress ou d'une situation qui exige une réponse authentique. C'est comme si la vie créait des situations spécifiques pour vous forcer à voir ce qui a toujours été là, mais que vous avez réussi à ignorer pendant que vous étiez occupé à construire votre identité d'adulte. Une femme de 42 ans m'a dit un jour « Je criais après ma fille adolescente parce qu'elle ne rangeait pas sa chambre. Et au milieu de la dispute, je me suis arrêté. C'était exactement la voix de ma mère qui sortait de ma bouche, les mêmes mots, le même ton désespéré et autoritaire. Pendant une seconde, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 15 ans, sauf que cette fois, c'était moi, l'adulte, qui rabaissait quelqu'un d'autre. » Freud a observé que nous développons ce qu'il a appelé le surmoi, une sorte de juge intérieur qui porte en lui les voix, les valeurs et les attentes de nos parents. Ce surmoi n'est pas seulement un souvenir de vos parents, il devient partie intégrante de votre structure psychique, influençant chaque décision que vous prenez, souvent sans que vous vous en rendiez compte. C'est comme avoir un comité permanent dans votre tête, qui évalue en permanence si vous êtes assez bon selon les normes que vous avez apprises à la maison. Le plus troublant est de réaliser comment ces normes se manifestent dans des domaines que vous pensiez contrôler complètement. Vous pouvez découvrir que vos choix professionnels ont été influencés par la peur silencieuse de décevoir un parent qui valorisait la stabilité plutôt que la passion, ou que vos relations amoureuses suivent un scénario émotionnel que vous avez appris en observant le mariage de vos parents, même lorsque ce scénario ne fonctionne clairement pas pour vous. Ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que ces schémas ne sont pas seulement conscients. Vous avez peut-être rejeté intellectuellement certains comportements de vos parents, mais vous en portez toujours les traces émotionnelles. Vous avez peut-être juré de ne jamais être autoritaire comme votre père, mais vous vous rendez compte que vous êtes devenu contrôlant d'une autre manière. Vous avez peut-être promis de ne jamais être anxieux comme votre mère, mais vous vous rendez compte que vous avez développé vos propres rituels d'inquiétude. Un homme de 45 ans l'a décrit ainsi. « Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il a toujours été émotionnellement distant. Je me suis juré d'être différent avec mes enfants, et je le suis vraiment. Je les embrasse, je leur dis que je les aime, je participe à leur vie. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il y avait toujours un mur entre nous. J'étais physiquement présent, mais émotionnellement, je gardais la même distance que mon père.
seulement d'une manière plus subtile, plus moderne. C'est comme vivre dans une maison et découvrir à 40 ans qu'il y a un locataire secret dans le sous-sol qui influence la température, l'ambiance et même l'atmosphère générale. Ce locataire, ce sont les voix parentales que nous avons intériorisées et elles ont des opinions sur tout, sur la façon dont vous devriez vous habiller, le type de personne que vous devriez aimer, combien d'argent vous devriez gagner et même sur vos sentiments les plus intimes. Ces voix sont particulièrement actives lors de décisions importantes, lorsque vous envisagez un changement de carrière, une séparation, un déménagement dans une autre ville ou tout autre choix qui représente un écart par rapport à la voix attendue, elles se manifestent avec force. C'est trop risqué pour que vont penser les gens. Tu devrais être plus responsable. Ce n'est pas comme ça que notre famille fait les choses. Le plus insidieux, c'est que ces voix se déguisent souvent en bon sens ou en maturité. Elles ne disent pas « fais ça parce que papa et maman le veulent ». Elles disent « sois raisonnable, pense à l'avenir, sois réaliste ». Mais derrière cette apparente rationalité se cache la peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé si vous suivez votre propre voie. La douleur de ce réveil vient de la prise de conscience que beaucoup de ce que vous croyez être votre personnalité est en fait un patchwork d'attentes familiales. Vous commencez à vous poser des questions. Où s'arrête l'influence de vos parents et où commence votre véritable individualité? Combien de vos choix ont vraiment été les vôtres? Et si vous retiriez toutes ces couches de conditionnement, qui découvririez-vous en dessous? C'est une question effrayante, car elle implique que vous ne vous connaissez peut-être pas aussi bien que vous le pensiez. Elle implique qu'une grande partie de votre identité peut être construite sur des fondations que vous n'avez jamais remises en question. Et à 40 ans, avec une vie déjà établie, des relations formées, des engagements pris, l'idée de remettre en question ces fondations peut sembler non seulement difficile, mais dangereuse. Mais cette douleur recèle une promesse cachée, car il est impossible de se libérer de quelque chose que l'on ne voit pas. Et maintenant, pour la première fois, vous voyez. Reconnaître ces schémas n'est pas la fin de votre authenticité, c'est le début. Ce que Freud a découvert et qui hante encore beaucoup de personnes d'âge mûr, c'est que ces influences parentales fonctionnent comme un système complexe et invisible. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que vos parents ont fait, mais aussi de porter leurs angoisses non résolues, leurs traumatismes silencieux, leurs limites non remises en question, comme si elles étaient les vôtres. Considérez cela comme un héritage émotionnel. Tout comme vous pouvez hériter de caractéristiques physiques, vous héritez également de schémas psychologiques. Votre père avait peut-être peur d'exprimer sa vulnérabilité, et maintenant vous luttez avec l'intimité émotionnelle sans même savoir pourquoi. Votre mère avait peut-être une profonde anxiété liée à la sécurité financière, et vous avez maintenant une relation tendue avec l'argent qui semble disproportionnée par rapport à votre réalité actuelle. Ces chaînes sont particulièrement cruelles car elles opèrent à travers l'amour. Elles n'ont pas été imposées par des personnes malveillantes qui voulaient vous nuire. Elles ont été transmises par des parents qui, dans la plupart des cas, faisaient de leur mieux avec les outils émotionnels dont ils disposaient. Ils avaient eux-mêmes hérité de ces schémas de leurs parents, créant ainsi une chaîne intergénérationnelle de limitations incontestées. Une cliente m'a dit un jour « Ma mère me disait toujours qu'il était important d'être humble, de ne jamais trop se démarquer, de ne jamais attirer l'attention sur soi. Elle me disait cela avec beaucoup d'amour, comme si elle me protégeait. Ce n'est qu'à 44 ans que j'ai réalisé que ce n'était pas de l'humilité, mais de la terreur. La terreur d'être vu, jugé, rejeté. Et j'ai passé des décennies de ma vie à me cacher, pensant que j'étais vertueuse, alors qu'en réalité je ne faisais que reproduire la peur de ma mère. Freud appelait cela l'identification, le processus par lequel nous intériorisons des aspects des personnes importantes dans notre vie, en particulier nos parents. Mais l'identification n'est pas une imitation consciente. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est absorber l'essence émotionnelle de la façon dont ils vivaient dans le monde. Si votre mère voyait le monde comme un endroit dangereux où vous devez toujours être sur vos gardes, vous avez peut-être absorbé cette vigilance constante. Si votre père croyait que la vulnérabilité était synonyme de faiblesse, vous avez peut-être construit une armure émotionnelle que vous ne remarquez même pas. Ce qui rend cette dynamique si puissante, c'est qu'elle se dissimule sous l'apparence de la normalité. Vous ne pensez pas « je reproduis les schémas de mon père ». Vous pensez « c'est comme ça que les choses sont ». Ces schémas deviennent le prisme à travers lequel vous voyez la réalité, et pas seulement les comportements que vous adoptez. Ils façonnent vos attentes en matière de relations, de travail, de ce qui est possible ou impossible dans la vie.
C'est comme grandir dans une maison aux fenêtres colorées. Vous passez des années à voir le monde à travers ces lentilles colorées, mais vous croyez que c'est la vraie couleur du monde. Ce n'est que lorsque vous quittez la maison, ou dans le cas psychologique, lorsque vous parvenez à prendre une distance émotionnelle par rapport aux schémas familiaux, que vous réalisez qu'il existe d'autres façons de voir la même réalité. Mais l'aspect le plus subtil et le plus puissant de ces courants est peut-être la façon dont ils façonnent non seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ne considérez même pas comme possible. Si vos parents ont vécu avec un sentiment constant de manque, émotionnel, financier ou social, vous avez peut-être intériorisé la conviction qu'il y a toujours trop peu pour tout le monde. Peu d'amour, peu d'argent, peu d'opportunités. Cette croyance agit comme un filtre invisible, vous amenant à rejeter automatiquement des possibilités avant même de les avoir consciemment envisagées. Un homme de 48 ans m'a confié « Mon père parlait toujours des gens comme nous », comme s'il existait une catégorie fixe de personnes à laquelle nous appartenions, avec des limites spécifiques. Les gens comme nous ne font pas ça. Les gens comme nous ne méritent pas ça. J'ai grandi en pensant que c'était du réalisme, mais en réalité c'était une prison mentale. Il m'a fallu des décennies pour réaliser que je me limitais constamment en fonction de catégories qui n'étaient même pas les miennes. Ces schémas se manifestent également dans la façon dont vous gérez les conflits, exprimez votre affection, prenez des décisions importantes, et même dans votre rapport à votre propre réussite. Si vos parents avaient du mal à recevoir de l'amour, vous avez peut-être développé des schémas d'auto-sabotage dès que tout va bien. S'ils réglaient les conflits par le silence ou l'explosion, vous pouvez osciller entre ces deux extrêmes, sans jamais avoir appris le juste milieu d'une communication saine. À 40 ans, ces schémas commencent à devenir visibles parce que vous avez vécu suffisamment longtemps pour voir vos schémas se répéter. Vous avez eu des relations, élevé des enfants, construit une carrière et vous pouvez maintenant observer les thèmes récurrents. Vous pouvez voir comment certaines peurs apparaissent toujours dans les mêmes situations, comment certaines réactions surgissent automatiquement, comment certaines limites se manifestent indépendamment des circonstances extérieures. Vous réalisez que vous portez non seulement les espoirs et les rêves de vos parents, mais aussi leurs cauchemars non résolus, vos phobies inconscientes, vos hontes secrètes, vos territoires émotionnels interdits. Tout cela fait désormais partie de votre carte interne, guidant vos choix de manière totalement inconsciente. Mais voir ces courants n'est que la première étape. La vraie question est la suivante. Après avoir été façonné par ces influences pendant des décennies, est-il encore possible de s'en libérer? Freud pensait que oui, mais il savait aussi que cette libération exige quelque chose que la plupart des gens évitent toute leur vie. Remettre en question les fondements mêmes de l'identité qu'ils ont construite. C'est précisément à ce moment de douloureuse prise de conscience que quelque chose d'extraordinaire peut se produire. La quarantaine, que notre culture considère comme le début du déclin, représente en fait une fenêtre unique dans l'expérience humaine, une opportunité qui n'existait pas dans la jeunesse et qui n'existera peut-être plus dans la vieillesse. Quand on est jeune, on est trop occupé à se construire une identité pour la remettre en question. On doit choisir une profession, trouver un partenaire, s'établir dans le monde. On n'a ni le temps ni le besoin psychologique d'examiner en profondeur les fondements sur lesquels on construit sa vie. La jeunesse est le temps de l'action, pas de la réflexion profonde sur les motivations de ces actions. Mais à 40 ans, quelque chose change. Vous avez déjà construit une vie, bonne ou mauvaise, satisfaisante ou frustrante, mais une vie réelle avec des conséquences réelles. Et c'est précisément parce que vous avez vécu assez longtemps pour voir les résultats de vos choix que vous pouvez enfin les évaluer clairement. C'est comme un architecte qui, après avoir construit plusieurs maisons, a enfin suffisamment d'expérience pour voir quels projets fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Freud a observé que l'âge mûr apporte avec lui une capacité particulière à ce qu'il appelait l'intuition, c'est-à-dire la capacité de voir des liens qui étaient auparavant cachés. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes suivent une thérapie pour la première fois à cette période de leur vie. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir vécu 40 ans qui permet de regarder en arrière et de voir des schémas qui étaient invisibles lorsque vous étiez en plein dedans. Une femme de 46 ans m'a dit « J'ai passé toute ma vie à penser que j'étais une personne anxieuse de nature. À 46 ans, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'anxiété, mais de l'hypervigilance. Et ce n'était pas la mienne, mais celle de ma mère, qui a grandi pendant la guerre et n'a jamais réussi à se sentir vraiment en sécurité. Je vivais sa vie. J'avais peur de ses fantômes. » C'est là toute la magie cruelle et libératrice de la quarantaine.
Vous avez enfin suffisamment de recul pour observer votre propre vie comme un spectateur extérieur. Vous pouvez voir comment les pièces s'assemblent, comment les schémas se répètent, comment certains choix mènent inévitablement à certains résultats. Et pour la première fois, vous pouvez vous poser la question fondamentale. Si je n'étais pas guidé par ces schémas automatiques, quel choix ferais-je? Ce qui rend ce passage encore plus puissant, c'est qu'à 40 ans, vous avez encore le temps et l'énergie nécessaires pour apporter des changements significatifs. Il n'est pas trop tard pour remettre en question, pour expérimenter, pour reconstruire des aspects fondamentaux de votre vie. Mais il n'est pas trop tôt non plus. Vous avez la sagesse qui vient uniquement de l'expérience vécue. Il y a aussi une urgence salutaire qui émerge à ce stade. La prise de conscience que le temps n'est pas infini crée un sentiment de priorité qui n'existait pas auparavant. Les questions que vous pouviez reporter indéfiniment lorsque vous aviez une vingtaine d'années exigent désormais votre attention. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Devient une question réelle et non rhétorique. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de ce passage. Le franchir nécessite le courage de décevoir des personnes que vous aimez. Car remettre en question vos schémas parentaux intériorisés signifie inévitablement remettre en question les attentes que vos parents réels peuvent encore avoir à votre égard. Cela signifie accepter que vous devrez peut-être décevoir, blesser ou dérouter des personnes qui ont investi dans la version de vous-même qui correspond au modèle familial. Un client m'a confié « Ma famille m'a toujours considéré comme le responsable, celui qui résout les problèmes de tout le monde. Quand j'ai commencé à fixer des limites, à dire non à certaines demandes, c'était comme si j'avais rompu un contrat tacite. Ils ne savaient pas comment se comporter avec moi quand je n'étais plus disposé à être le sauveur automatique de la famille. C'est peut-être la partie la plus difficile à franchir. Accepter que se libérer des schémas familiaux peut temporairement déstabiliser les relations familiales réelles. Vos parents peuvent interpréter votre individuation comme un rejet. Vos frères et sœurs peuvent se sentir menacés si vous cessez de jouer le rôle que vous avez toujours joué dans la dynamique familiale. Votre conjoint peut être déconcerté si vous commencez à agir différemment des normes auxquelles il s'est habitué. Mais ce malaise temporaire est le prix à payer pour la liberté psychologique. Et c'est un prix qui en vaut la peine, car l'alternative est de vivre le reste de votre vie comme une version éditée de vous-même, en vous adaptant constamment pour répondre à des attentes que vous ne vous souvenez même pas avoir acceptées. Le passage à la cinquantaine ne consiste pas à devenir une personne complètement différente. Il s'agit de devenir enfin qui vous êtes vraiment, en supprimant les couches de conditionnement qui ont obscurci votre nature authentique. Il s'agit de découvrir qui vous seriez si vous aviez grandi dans une famille différente, dans une culture différente, libre des contraintes spécifiques qui ont façonné vos premières années. Et une fois que vous voyez ce portail, une fois que vous comprenez que cette opportunité existe, une question qui ne peut plus être ignorée se pose. Avez-vous le courage de le franchir? La réponse à cette question déterminera si vous passerez le reste de votre vie à vous demander « et si ?» ou si vous découvrirez qui vous êtes vraiment sous toutes ces couches héritées. Mais affronter les figures parentales qui vivent dans votre tête n'est pas comme affronter des personnes réelles. C'est plus subtil, plus profond et paradoxalement plus libérateur. Freud a compris que nous portons tous en nous des versions internes de nos parents qui continuent d'influencer nos décisions, bien après que nous ayons quitté la maison. Ces versions internes sont souvent plus rigides et plus critiques que nos parents réels aujourd'hui. Elles se sont cristallisées à des moments précis de notre enfance et sont restées inchangées, même lorsque nos parents réels ont évolué et changé. La confrontation nécessaire n'est pas avec vos parents physiques, mais avec ces figures internes. Il s'agit de remettre en question les voix qui apparaissent automatiquement lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de différent, quelque chose qui ne correspond pas au scénario familial. Il s'agit de défier les peurs qui ne sont même pas les vôtres, mais que vous avez adoptées comme des vérités universelles. Une cliente de 44 ans l'a décrit ainsi. « J'entendais toujours la voix de ma mère me dire « Ne sois pas égoïste » chaque fois que j'envisageais de faire quelque chose juste pour moi. Mais un jour, je me suis arrêté et je me suis demandé « Pourquoi prendre soin de moi-même est-ce égoïste ? D'où vient cette règle ?» Et j'ai réalisé que ma mère avait grandi dans une famille où elle avait dû s'occuper de tous ses jeunes frères et sœurs depuis son enfance. Pour elle, ses propres besoins étaient vraiment un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais ce n'est pas ma réalité. Ce type de questionnement exige une honnêteté brutale envers soi-même. Cela signifie admettre que certaines de vos caractéristiques les plus appréciées peuvent en fait être des adaptations
à des dynamiques familiales dysfonctionnelles. Cela signifie reconnaître que votre loyauté, votre responsabilité excessive, votre besoin de plaire ou votre tendance à vous sacrifier pour les autres ne sont peut-être pas des vertus, mais plutôt une survie émotionnelle cristallisée en habitude. Le processus s'apparente à celui d'un archéologue qui explore sa propre psyché. Vous creusez couche après couche en vous demandant « Est-ce que cela m'appartient ou m'a-t-on inculqué cela ? Cette croyance est-elle utile dans ma vie actuelle ou est-elle un vestige d'une situation qui n'existe plus ? Cette peur est-elle fondée sur mon expérience ou sur celle de quelqu'un qui m'a précédé ? Il est important de comprendre que cette confrontation ne vise pas à blâmer vos parents. La plupart des parents ont fait de leur mieux avec les outils émotionnels dont ils disposaient. Ils étaient eux-mêmes le produit de leur propre famille dysfonctionnelle, porteurs de blessures et de limites héritées des générations précédentes. Le but n'est pas de juger, mais de se libérer. Mais se libérer de ces influences signifie être prêt à décevoir l'enfant qui sommeille en vous et qui recherche toujours l'approbation inconditionnelle de ses parents. Cela signifie accepter que vos parents sont des êtres humains faillibles qui, malgré tout l'amour qu'ils vous ont porté, vous ont également transmis leurs propres limites et traumatismes non résolus. Un homme de 51 ans m'a dit « Mon père m'a toujours appris que les hommes ne pleurent pas, que l'émotion est une faiblesse. J'ai passé des décennies à croire cela, jusqu'à ce que je réalise que mon mariage était en train de mourir parce que ma femme n'arrivait pas à se connecter émotionnellement avec moi. Quand j'ai enfin permis à moi-même de ressentir et d'exprimer ma vulnérabilité, c'était comme si un barrage avait cédé, mais c'était aussi comme si je trahissais tout ce que mon père m'avait appris sur le fait d'être un homme. Si vous lisez ceci et reconnaissez ces schémas dans votre propre vie, si vous ressentez le malaise de la reconnaissance mêlé à l'espoir d'un changement possible, alors vous êtes déjà en train de changer. Le simple fait de pouvoir voir ces dynamiques est le premier pas vers la libération. Et voici quelque chose d'important. Vous n'avez pas à faire ce voyage seul. Si ce contenu vous interpelle, si vous êtes prêt à explorer plus en profondeur comment ces schémas familiaux peuvent limiter votre vie, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons différents aspects de ce voyage vers la libération psychologique, toujours avec la perspective qu'il est possible, oui, de réécrire les scripts dont nous avons hérité. La confrontation avec ces figures parentales internes est effrayante, mais c'est aussi le chemin vers une liberté dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. C'est le chemin qui vous permettra de découvrir qui vous êtes lorsque vous n'essayez plus de répondre à des attentes dont vous ne vous souvenez même plus avoir accepté. Et à 40 ans, vous avez enfin la maturité émotionnelle et la perspective nécessaire pour mener à bien ce travail. La question n'est pas de savoir si vous devez vous confronter à cela. La question est, êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Lorsque vous trouvez enfin le courage de vous confronter à cela, quelque chose de profond et de transformateur se produit. Freud a décrit cela comme une sorte de mort symbolique, non pas la mort de vos parents réels, mais la mort des versions cristallisées d'eux qui vivent dans votre psyché, dictant vos choix et limitant vos possibilités. Cette mort symbolique ne se produit pas d'un seul coup. Il s'agit d'un processus graduel qui consiste à remettre en question, à défier et finalement à choisir consciemment les aspects de l'héritage parental que vous souhaitez conserver et ceux que vous souhaitez abandonner. C'est comme réorganiser une maison dont vous avez hérité, en décidant quels meubles correspondent à votre vie actuelle et lesquels appartiennent à une époque révolue. Le premier signe que cette transformation est en cours est un étrange sentiment d'orphelin émotionnel. Même si vos parents sont encore en vie, vous pouvez vous sentir psychologiquement orphelin parce que vous ne fonctionnez plus automatiquement selon les scripts qu'ils ont mis en place. C'est déconcertant au début, comme réapprendre à marcher après avoir utilisé des béquilles pendant des années. Une femme de 49 ans a décrit cette expérience ainsi: « C'était à la fois libérateur et terrifiant. Tout à coup, je prenais des décisions basées sur ce que je voulais vraiment, et non sur ce que je pensais devoir vouloir. Mais je me sentais aussi perdu, car je n'avais plus ces voix intérieures pour me guider. Même si elles me limitaient, elles me donnaient au moins une direction. Cette désorientation est naturelle et temporaire. Ce qui se passe, c'est que vous apprenez à vous fier à votre propre boussole interne. Peut-être pour la première fois de votre vie d'adulte, vous découvrez que vos instincts, vos préférences sincères, vos valeurs authentiques sont des guides plus fiables que les attentes intériorisées que vous avez portées pendant des décennies. Freud a observé que ce processus d'individuation, devenir véritablement individuel, psychologiquement séparé de ses parents,
est l'une des tâches les plus importantes et les plus difficiles de la vie humaine. Beaucoup de gens ne parviennent jamais à l'accomplir, vivant toujours comme des extensions modifiées de leur famille d'origine plutôt que comme des individus autonomes. Mais lorsque vous parvenez à traverser ce processus, lorsque vous parvenez à tuer symboliquement les versions limitantes de vos parents qui vivent dans votre tête, quelque chose d'extraordinaire naît à la place, votre personnalité authentique. Il ne s'agit pas d'une rébellion contre vos parents, mais d'une évolution naturelle à partir du meilleur de vous-même. Un client de 47 ans m'a expliqué « J'ai toujours pensé qu'être différent de mes parents signifiait les rejeter complètement. Mais en réalité, lorsque j'ai cessé d'essayer de répondre à leurs attentes automatiques, j'ai pu apprécier sincèrement les bonnes choses qu'ils m'ont données. La différence, c'est que maintenant je choisis consciemment ce que je veux intégrer de leur héritage, au lieu d'absorber tout aveuglément. » Cette mort symbolique libère également une énergie émotionnelle qui était bloquée depuis des décennies. L'énergie que vous dépensiez à essayer de satisfaire des voix critiques intérieures, à essayer de répondre à des normes qui n'étaient même pas les vôtres, à essayer d'être une version éditée de vous-même, toute cette énergie devient disponible pour des objectifs plus authentiques. À ce stade, il est courant que les gens rapportent une sensation d'être en vie comme ils ne l'ont jamais été auparavant. Les couleurs semblent plus vives, les relations deviennent plus authentiques, les décisions s'enchaînent plus naturellement. Cela s'explique par le fait que vous fonctionnez enfin à partir de votre centre réel et non d'une version performative de vous-même. Mais l'aspect le plus puissant de cette transformation est peut-être la façon dont elle affecte vos relations. Lorsque vous cessez de rechercher constamment l'approbation de vos parents, qu'il s'agisse de vos parents réels ou des versions d'eux qui vivent dans votre tête, vous devenez capable d'avoir des relations adultes véritablement égalitaires. Vous cessez de projeter des dynamiques familiales sur les autres et commencez à les voir tels qu'ils sont réellement. Cela peut initialement déstabiliser des relations anciennes qui étaient basées sur des dynamiques familiales projetées, mais cela ouvre également la voie à des liens beaucoup plus profonds et authentiques. Lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir valorisé, vous pouvez offrir votre amour et votre amitié à partir d'un lieu d'abondance et non de besoin. Une femme de 52 ans m'a confié « Mon mariage a failli prendre fin lorsque j'ai entamé ce processus. Mon mari ne savait pas comment me gérer lorsque j'ai cessé d'être la femme soumise et en quête d'approbation que j'avais toujours été. Mais après quelques mois difficiles, notre relation est devenue plus forte que jamais, parce qu'il est désormais marié à la vraie moi et non à une version de moi qui essayait de plaire à la mère qui vit dans ma tête. La mort symbolique des parents intérieurs n'est pas une perte, c'est une naissance. C'est la naissance de la personne que vous avez toujours été sous les couches de conditionnement familial. Et cette naissance, qui peut avoir lieu à 40, 50 ans, voire plus tard, marque le véritable début de votre vie authentique. De cette mort symbolique émerge quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu auparavant, le sentiment d'être vraiment chez vous, dans votre propre peau. Ce n'est pas de l'euphorie ou un bonheur artificiel, c'est quelque chose de plus profond et de plus stable. C'est la paix qui vient du fait d'avoir enfin cessé de lutter contre vous-même, d'avoir cessé d'essayer d'être quelqu'un que vous n'étiez pas destiné à être. Lorsque les voix parentales internes se taisent, lorsque vous cessez de fonctionner en pilote automatique, selon les attentes familiales, un silence initial peut être effrayant. C'est comme si vous entendiez vos propres pensées pour la première fois depuis des décennies. Vos véritables préférences, vos valeurs authentiques, vos rêves non édités commencent à émerger de ce silence. Une cliente de 45 ans a décrit cela ainsi. C'était comme se réveiller d'un très long rêve. Tout à coup, j'ai réalisé que je n'aimais pas beaucoup de choses que je faisais semblant d'aimer depuis des années, que j'avais des opinions différentes de celles que j'exprimais, que je voulais des choses que je ne m'étais jamais permis de vouloir. C'était comme rencontrer une étrangère qui avait mon visage, mais qui était beaucoup plus intéressante que je ne l'avais imaginé. Freud comprenait que cette naissance du moi authentique ne consiste pas à devenir parfait ou à résoudre tous les problèmes de la vie. Il s'agit de devenir réel, réel dans ses défauts, réel dans ses limites, mais aussi réel dans ses possibilités uniques. Il s'agit de cesser de gaspiller son énergie vitale à essayer d'être une version idéalisée de soi-même et de commencer à investir cette énergie pour devenir qui l'on est vraiment. Le plus surprenant dans ce processus est de découvrir que la personne authentique qui émerge est généralement beaucoup plus capable et courageuse que la version éditée que vous présentiez au monde. Cela s'explique par le fait que vous ne dépensez plus d'énergie à maintenir un masque. Toute cette force qui servait à jouer un rôle
est désormais disponible pour la vie réelle. Mais voici la révélation la plus profonde. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir valorisé, car vous vous approuvez enfin vous-même. Pas de manière narcissique ou arrogante, mais de manière simple et factuelle. Vous êtes qui vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, et cela suffit. Cette acceptation de soi n'est pas de la résignation, c'est le fondement sur lequel de réels changements peuvent se produire. Un homme de 48 ans m'a dit « L'ironie, c'est que lorsque j'ai cessé d'essayer d'impressionner mon père décédé qui vivait dans ma tête, je suis enfin devenu le genre d'homme dont il aurait été fier. Mais maintenant, il ne s'agit plus de lui. Il s'agit de moi qui respecte la personne que je suis devenu. » Cette transformation change aussi radicalement votre façon d'aborder les conflits et les défis. Lorsque vous ne menez plus une guerre interne constante entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être, vous avez beaucoup plus d'énergie et de clarté pour faire face aux défis extérieurs. Les problèmes ne disparaissent pas, mais votre capacité à les affronter se multiplie. Vous découvrez également que vous pouvez établir des limites saines sans culpabilité paralysante. Vous pouvez dire non aux demandes qui n'ont pas de sens dans votre vie actuelle. Vous pouvez choisir comment dépenser votre temps et votre énergie en fonction de vos valeurs réelles et non des attentes que vous avez intériorisées. Et peut-être plus important encore, vous pouvez faire ces choix sans avoir à vous justifier ou à vous expliquer de manière exhaustive aux autres. La relation avec vos parents réels se transforme également. Paradoxalement, lorsque vous cessez d'avoir désespérément besoin de leur approbation, vous pouvez les aimer plus sincèrement. Vous pouvez voir leurs limites sans amertume. Vous pouvez apprécier ce qu'ils vous ont donné sans minimiser ce qu'ils n'ont pas pu vous donner. Vous pouvez avoir de la compassion pour eux en tant qu'êtres humains faillibles, sans avoir besoin qu'ils soient des parents parfaits. C'est peut-être là la libération la plus profonde. Vous comprenez enfin que vos parents ont fait de leur mieux avec les outils émotionnels dont ils disposaient, mais que cela ne signifie pas que vous devez vivre avec leurs limites. Vous pouvez honorer l'héritage positif que vous avez reçu tout en transcendant les limites qu'ils vous ont transmises. Et voici ce qui est vraiment transformateur. Lorsque vous vous libérez des schémas parentaux qui ne vous servent plus, vous brisez également la chaîne pour les générations suivantes. Vos enfants, si vous en avez, grandissent en voyant un modèle d'adulte qui vit de manière authentique, qui fait des choix conscients, qui n'est pas esclave de schémas familiaux automatiques. Vous devenez non seulement libre, mais aussi un agent de libération. Et cela à 40 ans ou plus peut être le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir au monde. L'exemple qu'il est possible, oui, de vivre comme vous êtes vraiment. La véritable liberté qui émerge de ce processus n'est pas la liberté de faire tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné et puissant. C'est la liberté de vouloir ce que vous voulez vraiment, et non ce que vous avez été programmé à vouloir. C'est la liberté de choisir en fonction de votre nature authentique, et non en fonction de schémas familiaux automatiques. Lorsque vous atteignez ce stade, vous réalisez que la vie commence vraiment à 40 ans, non pas parce que 40 ans est un âge magique, mais parce que c'est à cet âge que vous avez enfin le courage et la perspective nécessaire pour vivre en tant que vous-même. Toutes vos expériences passées, vos relations, vos emplois, vos succès et vos échecs deviennent des données précieuses qui éclairent vos choix actuels, plutôt que des blessures qui limitent vos possibilités. Cette liberté se manifeste de manière étonnamment simple. Vous pouvez choisir de rester chez vous quand vous en avez vraiment envie, sans inventer d'excuses élaborées. Vous pouvez exprimer une opinion différente, sans crainte paralysante d'être rejeté. Vous pouvez poursuivre un intérêt sincère, même si les autres ne le comprennent pas. Vous pouvez aimer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, et non pour ce qu'il représente en termes d'approbation familiale ou sociale. Mais le changement le plus profond réside peut-être dans votre relation au temps. Lorsque vous cessez de vivre pour répondre à des attentes qui ne sont pas les vôtres, chaque instant devient plus dense de sens. Vous n'êtes plus constamment en train de vous préparer à une vie future hypothétique, où vous serez enfin approuvé. Vous vivez votre vie réelle maintenant. Un client de 53 ans l'a résumé ainsi. J'avais l'habitude de vivre comme si je m'entraînais pour la vraie vie qui commencerait quand je serais enfin parfait. Maintenant, je comprends que c'est ça, la vraie vie, avec toutes ses imperfections, et qu'elle est précieuse telle qu'elle est. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette réflexion, si vous reconnaissez votre propre parcours dans les mots que j'ai partagés, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Le simple fait de parvenir à voir ces schémas, de remettre en question ces héritages émotionnels, est déjà un acte de libération. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait ou d'avoir tout le courage nécessaire.
Vous pouvez commencer dès maintenant, là où vous êtes. La première étape pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que vous vous surprenez à prendre une décision automatique, que ce soit au sujet du travail, des relations ou même des petits choix quotidiens, faites une pause et demandez-vous, est-ce vraiment ce que je veux ou est-ce ce que je crois que je devrais vouloir? Cette pause consciente est le début de la liberté. Commencez à observer les voix dans votre tête lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de différent, quelque chose qui sort du cadre habituel. Ces voix vont apparaître, c'est risqué. Que vont-ils penser? Soyez responsable. Notre famille ne fait pas ça. Lorsqu'elles apparaissent, ne les ignorez pas, mais ne leur obéissez pas automatiquement non plus. Observez-les simplement et demandez-vous, à qui appartient cette voix? Cette préoccupation a-t-elle un sens dans ma vie actuelle? Le cheminement vers la libération des schémas parentaux ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit acte de choix conscient est une pierre à l'édifice de votre authenticité. Et à 40 ans ou plus, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas auparavant. La sagesse de l'expérience vécue et l'urgence salutaire de ceux qui savent que le temps est limité. N'oubliez pas, vos parents ont fait de leur mieux, mais vous n'avez pas à vivre avec leurs limites. Vous pouvez honorer l'amour que vous avez reçu sans reproduire les schémas qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez être reconnaissant pour la vie qu'ils vous ont donnée, tout en prenant pleinement possession de cette vie. La vie à 40 ans ne commence pas parce que vous êtes enfin prêt pour de grandes aventures ou des transformations dramatiques. Elle commence parce que vous êtes enfin prêt à être qui vous avez toujours été, sous toutes les couches d'attentes familiales et sociales. Et cette personne, authentique, imparfaite, réelle, est plus intéressante et plus capable que n'importe quelle version éditée que vous avez déjà essayé d'être. Alors dites-moi, quelle est la première décision que vous prendriez différemment si vous n'essayez pas de satisfaire les voix parentales qui résonnent dans votre tête? Quelle partie de vous-même est restée silencieuse pendant des années, attendant la permission d'exister? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi pour vous accompagner dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.